Bonjour François Denis. Bonjour. Bienvenue, vous êtes donc le directeur général France de Geotab, géant des objets connectés, de la télématique. Tiens, un peu de pédagogie pour commencer. Quand on parle de télématique, de quoi on parle ? Alors, quand on parle de télématique, on parle de connecter les véhicules à Internet. On va pouvoir connecter tous les types de véhicules, le véhicule léger, le véhicule utilitaire, beaucoup de véhicules utilitaires, le poids lourd, mais aussi les engins de chantier, les cars, les bus, en fait tout ce qui roule un petit peu. Et on va donc les connecter à Internet avec un boîtier qu'on va brancher dans le véhicule. Alors, chez Geotab, la société que je dirige en France, on le branche dans la prise OBD du véhicule. C'est quoi la prise OBD ? On-board diagnostic, c'est-à-dire c'est la prise de diagnostic du véhicule tout simplement. Ça permet d'alimenter aussi ce boîtier. Et le boîtier va remonter 3 types de données en fait. La première catégorie, c'est les données du véhicule lui-même. Donc on va se brancher sur le CAN bus du véhicule, c'est l'ordinateur de bord du véhicule. On va remonter toutes les données du type le kilométrage, la consommation, tout ce qui concerne les codes de panne. On va véritablement voir à distance quels sont les voyants qui s'allument sur le tableau de bord. Donc tout finalement ce qui concerne le véhicule lui-même. La deuxième catégorie, c'est ce qui concerne le comportement du conducteur au volant. Il y a un accéléromètre, un gyroscope dans le boîtier, et on va pouvoir savoir si le conducteur accélère trop fort, freine trop brusquement. Plus ou moins nerveux dans sa conduite. Exactement. Ça a un gros impact sur la consommation. Et puis, ça a un gros impact sur l'accidentologie aussi. Donc ça aussi, c'est très important. Et puis, la troisième catégorie de données qu'on va remonter, c'est tout ce qui peut se brancher sur le boîtier. Il y a une prise sur le boîtier. Le boîtier va servir avec sa carte SIM de hub pour remonter les données. Donc, on peut rajouter des choses sur le boîtier. Exactement. Tout type de choses. Ça peut être la caméra qui peut permettre de filmer la route. Ça permet de reconstituer les accidents, des choses comme ça. Donc c'est pour la sécurité, c'est très important. On peut filmer aussi à l'intérieur du véhicule pour pouvoir vérifier si le chauffeur n'est pas en train de s'endormir, etc. et lancer des alertes. Donc ça va être tout ce qui peut se brancher dans le domaine du transport de marchandises, le chronotachygraphe, qui est cette boîte noire dans le transport routier de marchandises pour respecter les horaires de conduite, etc. Ça peut être la chaîne du froid, c'est-à-dire tout ce qui concerne changer la température du frigo à distance, etc. Puis il y a une quatrième catégorie, je cite plutôt en dernier, qui est la géolocalisation. Tout le monde pense géolocalisation quand on pense télématique, mais en réalité, je cite en dernier parce que ce n'est pas obligatoire. Dans certaines entreprises, on peut choisir de ne pas géolocaliser les véhicules. Oui, parce que c'est peut être perçu comme une sorte de surveillance ou de flicage de la part de certains salariés. Exactement. Et c'est pour ça que la CNIL en France est très très stricte sur le sujet. Elle recommande véritablement de mettre un switch vie privée, c'est-à-dire la possibilité, quand on utilise le véhicule à titre privé, de ne plus être géolocalisé si on le souhaite. Quelques chiffres sur Geotab, 40 000 clients dans 150 pays, 3,2 millions de véhicules connectés, je disais ça en titre. Ça représente 55 milliards de données collectées par jour. Tiens, si on fait un zoom sur le comportement des conducteurs, vous disiez conducteur nerveux ou pas, enfin nerveux c'est moi qui avais employé l'adjectif, ça a des conséquences en termes de consommation par exemple. Vous l'avez modélisé, j'imagine, ça représente quoi les différences ? Tout à fait. On a mesuré, 3,2 millions d'unités dans le monde, ça représente beaucoup de volume, donc on est parfaitement capable d'identifier sur une flotte moyenne quelle est la différence de consommation constatée entre le conducteur qui est le plus économe et celui qui consomme le plus. C'est combien ? 35%. 35% seulement sur le comportement. Juste sur la consommation. Après, encore une fois, il y a d'autres sujets tels que l'accidentologie dont on parlait, qui est énorme parce que ça a un impact humain, bien sûr. Ça peut être des morts. On a calculé qu'on avait effectivement réduit l'accidentologie de façon très importante grâce à la télématique, mais ça a aussi un impact, bien sûr, au-delà du côté humain. Ça a un impact sur les réparations du véhicule, les arrêts de travail. Enfin, ça a un coût énorme. Les accidents. Alors, sur la consommation liée au comportement d'un conducteur, on voit bien les économies en termes de carburant et donc en impact carbone que ça peut représenter pour une entreprise qui a une flotte de véhicules équipés de boîtiers Geotab. Mais d'une manière générale, comment vous accompagnez les entreprises qui cherchent à améliorer leur bilan carbone ? Alors, il y a différentes façons de le faire. La première, effectivement, c'est de les aider à réduire la consommation quand ce sont des véhicules thermiques. La consommation, ça va être ce qu'on appelle le idling en anglais, qui signifie en fait laisser le moteur tourner quand le véhicule est à l'arrêt. Oui, ça vous le détectez. C'est énorme. Les conséquences sont énormes. C'est-à-dire qu'en termes de consommation, il y a beaucoup de mauvaises raisons de laisser le moteur allumé. Il fait froid, le chauffage reste allumé. Il fait chaud, la clim reste allumée, etc. Mais si on le mesure et qu'on empêche effectivement de continuer cette pratique, on peut économiser jusqu'à 12% de carburant, ce qui est énorme. Juste sur ce sujet-là. Après, il y a tout un tas de sujets qu'on remonte. C'est-à-dire que, comme je vous disais qu'on a tous les codes de panne, on a aussi les codes de défaut. Les codes de défaut, ça va être des pneus sous-gonflés.
on le sait, ça a un impact énorme lorsqu'on roule avec des pneus sous-gonflés. Alors, on risque l'éclatement, bien sûr, c'est un danger important, mais aussi en termes de consommation. En fait, véritablement, quand on peut remonter aussi tout ce qui concerne le comportement du conducteur, comme on peut vérifier comment il se comporte, on peut aussi décider de l'envoyer en stage d'éco-conduite. Oui, il y a des programmes de formation, évidemment, dans les entreprises. Alors, donc ça, c'est sur le thermique. Ensuite, il y a la question du passage à une flotte de véhicules électriques, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Ça, c'est vraiment, je dirais, le deuxième gros axe, c'est véritablement d'aider les entreprises à passer à l'électrique. Alors là-dessus, la télématique est extrêmement utile. Parce qu'en fait, quand vous avez des boîtiers de télématique dans les véhicules thermiques, vous allez pouvoir connaître très précisément leur usage. Donc, vous savez combien de kilomètres ils vont parcourir par jour, vous savez combien de temps ils vont être à l'arrêt, ce sera demain les temps de recharge. Donc vous pouvez précisément identifier comment est utilisé le véhicule. Et en face de ça, vous allez pouvoir, alors nous Geotab, on va proposer précisément des véhicules électriques pas basés sur le WLTP ou les kilométrages standards, mais sur des kilométrages véritablement constatés. Et on va pouvoir précisément dire au gestionnaire de flotte ou à l'entreprise, en face de tel véhicule thermique, vous pouvez véritablement dès aujourd'hui... Voilà le modèle qu'il faut acheter. Voilà les 2-3 modèles que vous pouvez mettre en face, ça ne changera pas votre usage. On a fait une étude qu'on a sortie en septembre dernier qui montrait que 50% des véhicules de flotte en France aujourd'hui peuvent passer à l'électrique sans changer leur usage et avec un gain financier important. Alors en l'occurrence, on l'a calculé sur les 7 ans, sur les 7 ans de vie d'un véhicule, ce sera 8 600 € d'économie et c'est sans compter toutes les aides de l'État. Parce que comme on avait fait l'étude au niveau européen, on a voulu aligner les choses et donc on n'a pas pris donc en France, ça peut être encore plus intéressant. Plus que ça en France, vous le savez. Mais ce modèle-là, il tient avec la hausse des prix de l'électricité? Parce que bon, il y a une hausse de prix des carburants, ça d'accord, mais il y a aussi une hausse des prix de l'électricité. C'est une étude qui a été publiée donc en septembre dernier là, en France et qui tenait compte des 12 mois précédents. D'accord. Donc effectivement, là, il y a peut-être une petite différence avec l'augmentation de l'électricité, mais de l'autre côté, ce gain est encore plus important du fait de l'augmentation qui est encore plus importante du coût du carburant. Est-ce que c'est forcément encore plus élevé en réalité? Bien sûr. Est-ce que c'est forcément une bascule vers l'électrique ou alors est-ce que vous pouvez même conseiller d'autres types de motorisation? Je sais pas, je vais penser à l'hydrogène ou au biogaz, etc. En fonction du poids du véhicule qui est équipé. Alors tout à fait. On propose aussi encore aujourd'hui de l'hybride rechargeable, le PHEV. Pourquoi vous dites encore aujourd'hui? Parce qu'en fait, en réalité, tous les gestionnaires de flotte avec lesquels on discute commencent à revenir. C'est-à-dire sur ce sujet, dans le sens où ils se sont rendus compte que les véhicules sont beaucoup plus lourds, souvent un peu moins motorisés, donc consomment davantage. Et en réalité... Et d'ailleurs, les leasers le disent, les sociétés de location longue durée, elles voient revenir des véhicules qui ont été gardés 4 ans par un collaborateur et le câble de recharge est encore dans son plastique dans le coffre. Ah oui, ils ne sont absolument pas servis comme une hybride. Pas du tout. Donc en fait, en réalité, à ce moment-là, quand on fait vraiment le bilan, et nous on est capable de le faire, ce bilan, on se rend compte que véritablement les PHEV aujourd'hui sont des véhicules qui souvent consomment davantage et leur bilan carbone n'est pas aussi intéressant. Bon que celui qu'on avait rêvé sur le vous êtes en train de déconseiller l'hybride rechargeable. Je ne suis pas en train de le déconseiller, je dis simplement que si... c'est ce que le retour d'usage vous dit, quoi. Si on n'a pas de télématique, on n'est pas capable de constater qu'il n'est pas rechargé. Parce que nous, on le sait qu'il n'est pas rechargé. Si on regarde un peu, si on se projette sur cette année 2023, quels enjeux vous voyez, quelles évolutions vous voyez? Il y a celle-là dont vous venez de nous parler, le fait de peut-être se détourner petit à petit de l'hybride rechargeable, il y en a d'autres? Ah oui, il y en a une autre très forte. En fait, aujourd'hui, tous les gestionnaires de flotte dans les entreprises se posent la question de l'électrification, on vient de le dire. Et quand ils se posent la question de l'électrification, ils vont aller regarder l'usage de chacun de leurs véhicules. Grâce à la télématique, ils vont pouvoir le faire de façon très précise. Et ce dont ils se rendent compte très souvent, c'est qu'un certain nombre de véhicules ne sont pas aussi utilisés qu'ils le pensaient. C'est-à-dire le taux d'usage, le taux d'utilisation du véhicule est beaucoup plus faible que prévu. À quoi ils pensent à ce moment-là? Tout naturellement, c'est à l'autopartage. C'est-à-dire, je vais partager ces véhicules entre différents collaborateurs. Je vais passer en multiconducteur. Et là, la télématique est extrêmement utile parce qu'en fait, elle propose, chez Geotab, on propose une solution qui s'appelle Keyless, qui est en fait la possibilité d'ouvrir un véhicule sans la clé. Donc l'autopartage est possible en échangeant des clés physiques, mais c'est toujours très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Voir une boîte à clés quelque part dans le garage, mais c'est très compliqué. Avec le Keyless qu'on va proposer avec la télématique, ça va permettre d'ouvrir le véhicule et de le refermer avec son smartphone, d'avoir sa réservation sur ce véhicule-là, de refacturer en interne à l'entreprise, précisément au département qui a utilisé le véhicule, le bon montant,
de pouvoir savoir qui utilisait le véhicule à ce moment-là, s'il y a un PV ou quoi que ce soit. Voilà, de démarrer d'utiliser le véhicule sans clé. Il y a une autre évolution, et alors là, qui est peut-être un petit, on va dire, coup de frein, c'est la question des ZFE, des zones à faible émission dans les grandes villes françaises. Il y a plusieurs grandes villes qui ont annoncé l'entrée en vigueur des ZFE, et puis là, il y en a une, et non des moindres, c'est Lyon et sa métropole qui ont dit on va peut-être prendre un peu plus de temps pour y aller. Comment vous analysez ce recul, ce coup de frein ? On le sait tous, aujourd'hui, il faudrait remplacer aujourd'hui très rapidement des proportions importantes des flottes, notamment de véhicules utilitaires. On est très utile, nous, dans tout ce qui est livraison du dernier kilomètre en particulier. On n'imagine même plus, on travaille avec les grands du e-commerce, on n'imagine même plus de ne pas savoir où est le véhicule, parce que c'est le paquet derrière qui va arriver chez soi, etc. Donc on suit tout ça. Et on se rend bien compte que les véhicules utilitaires du dernier kilomètre sont en train de se passer à l'électrique progressivement, mais ça représente aujourd'hui, en fait, les échéances sont trop courtes. Et c'est la raison pour laquelle certaines villes comme Lyon reviennent un peu en arrière en se disant qu'il faudrait trop transformer cette flotte et les entreprises n'en sont pas forcément capables aujourd'hui malgré les aides. Oui, Lyon avec un maire écolo et la métropole de Lyon avec un président de métropole qui lui aussi était Europe Écologie Les Verts. Donc il y a une prise de conscience, on va dire que le calendrier tel qu'il était prévu était trop restreint. C'est exactement ce que je veux dire. Ouais, l'industrie ne peut pas suivre. Voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, quand on regarde objectivement, comme je le disais, dans l'étude qu'on a publiée, en fait, 50% des véhicules de flotte d'entreprise aujourd'hui en France peuvent passer à l'électrique, comme je le disais, sans encombre d'un point de vue technique et pour un montant financier intéressant, enfin une économie. Mais on a constaté que sur les véhicules utilitaires, c'était même 60%, parce que souvent les tournées ne sont pas si longues dans une journée, et donc on peut même passer 60% des véhicules utilitaires dans les flottes d'entreprises aujourd'hui à l'électrique. Merci beaucoup François Delis, c'était passionnant de découvrir l'usage de la télématique dans le cadre de la décarbonation des entreprises. À bientôt sur Bismart. On passe à notre Zoom quand Apicil s'engage dans le grand défi des entreprises pour la planète.